conseillerais quoi, toi, à quelqu'un qui veut devenir visible sans devenir influenceur? Donc, l'objectif, c'est vraiment de personnaliser. Quand c'est une vidéo qui a été faite par l'IA, il faut le dire. Ma façon de voir l'IA générative, parce que c'est mon sujet, j'avais une partie qui, à chaque fois, parlait de l'éthique. Ça montre que c'est un sujet qui est important pour moi. Il y a des professionnels qui vont être d'accord avec moi sur ce sujet et qui potentiellement vont se dire « Ok, voilà les choses de la même manière sur tel sujet, on peut travailler ensemble. » Donc pour moi, la newsletter ou un autre média, ça va être vraiment important. Et ça, je l'ai vu aussi grâce à une solopreneur donc qui est connue, donc Flavie Prévost, qui en avait parlé justement. Et c'est grâce à elle que j'ai pu lancer mon média et grâce à des personnes qui me connaissaient, qui aimaient beaucoup mes publications sur LinkedIn, parce que j'ai commencé sur ce réseau, et qui ont commencé à me dire en fait, tu devrais vraiment créer ta newsletter parce que ça sera mieux. Et tu pourras atteindre d'autres personnes par mail. Oui. Puis en plus, le format est plus l'attention des gens. Exactement. Donc, puis c'est plus direct parce que tu es dans leur boîte mail, quoi. Là où ils reçoivent les photos de vacances de leur mère, quoi. Exactement. Voilà. Donc c'est important. Ok. Je pense que les personnes qui vont regarder ce podcast se demanderont à quel moment est-ce que tu as commencé à avoir des clients grâce à ta newsletter et est-ce que ça marche bien? Quel est un peu ton chiffre d'affaires moyen par rapport? Alors, je ne vais pas forcément donner le chiffre d'affaires. Je vais dire que ça marche. La newsletter m'a beaucoup aidé en fait, à acquérir des clients. Un client d'une grande entreprise qui est venu grâce à ça. Donc c'est un leader dans le marché. J'ai pas forcément envie de dire le nom parce que voilà. Mais voilà, protège la confidentialité de nos clients, c'est normal. Exactement. Donc c'est un client. Enfin jamais je me serais dit que j'aurais ce client-là. Et pourtant je l'ai eu parce que c'est une personne qui me suivait depuis 1 an et demi. Via ma newsletter, qui appréciait beaucoup mon contenu et qui s'est dit, justement c'était le client qui voulait faire de la veille automatisée, il s'est dit ok, je connais Iman, je sais ce qu'elle fait, je lui fais confiance. Bien sûr. Et donc c'est comme ça que j'ai eu ce client et c'est comme ça que j'ai eu d'autres clients aussi. D'accord. Parce que la newsletter, elle va me rapprocher plus des personnes, parce que pour mon expérience en tout cas, LinkedIn m'a aidé, mais la partie algorithme, le fait que on sache pas forcément, on a quelques idées, mais il faut beaucoup plus travailler sur ce que veut l'algorithme, qui change tous les 6 mois. C'est quelque chose qui peut être un peu plus contraignant. Et qu'est-ce qui t'a convaincu pour la vidéo? Qu'est-ce qui m'a convaincue? Je te pose la question parce que j'ai beaucoup de... Je sais que dans mon public, il y a des gens qui hésitent à travailler avec moi parce qu'ils savent que j'en fais. Et beaucoup. Donc après, on peut faire du podcast, des choses comme ça. Mais pour moi, tu fais pas de vidéo, tu laisses de l'argent sur la table. C'est mon point de vue. Du coup, ça m'intéresserait de savoir un peu qu'est-ce qui, toi, a été un déclic pour toi. Le déclic, c'est parce que moi-même, en fait, je suis aussi une consommatrice de vidéos. C'est que aussi pour ma newsletter, je regarde plein de contenus, on en parlait, de youtubeurs, souvent des hommes, qui posent des contenus excellents et qui m'aident beaucoup au quotidien. Donc je me dis, j'avais déjà commencé à poster des vidéos, mais au tout début. Mais je sais que c'est chronophage, etc. Donc c'est pour ça, là, je veux bien le faire. Et aussi en m'aidant d'outils d'IA pour faire des montages plus rapidement. Donc je me dis, il faut que je le fasse. Ne serait-ce que faire par exemple des vidéos pédagogiques en expliquant pendant 1 minute ou 2 minutes tel et tel concept. Ou encore une vidéo où je dis, tel cas d'usage que j'utilise en montrant mon écran. Déjà ça, les gens peuvent se dire, ok, elle sait de quoi elle parle. Elle nous montre un petit peu comment elle fait. J'aime bien sa façon de s'exprimer ou pas. Mais au moins, ça fait que la personne, elle se décide et en fait, elle voit qui est derrière. Exactement. Qui se cache derrière cette newsletter. Merci. Et il y en a plein. Il y a plein de personnes qui font des super contenus, des super newsletters, etc. Et pourtant, on les voit pas. Et aussi, il y a le biais de fait d'être une femme. Donc, qu'on le veuille ou non, on est obligé d'en faire plus, de prouver plus qu'on est compétente que des hommes qui vont arriver parce qu'ils sont certainement compétents. Ils peuvent ne pas l'être, mais ceux qui le sont, en tout cas, ils méritent bien sûr. Mais c'est prouvé.
toutes les façons que quand un homme va parler d'un sujet technique, on va plus l'écouter. Oui. Quand il va parler en général, on va plus l'écouter. Et quand c'est technique, c'est encore plus important de se montrer quand on est une femme et qu'on sait de quoi on parle. De montrer ce qu'on sait faire. Exactement. Il y avait une question que je voulais te poser parce que donc, toi, à la base, tu avais une newsletter qui est devenue payante à un moment. Et maintenant, le fait de soutenir ta newsletter avec une petite rémunération, c'est possible, mais c'est pas obligatoire. C'est quoi ton rapport à toi à ça sur le fait de faire payer des choses, le contenu gratuit et la réputation? Alors, c'est une bonne question parce que récemment, j'ai mis ma newsletter en payante pour tester un petit peu ça. Et en quelques mois, 2 ou 3 mois, je me suis rendu compte que c'était pas la bonne voie et il n'y a aucun problème parce que quand on est indépendant, il faut tester, il faut voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Test, learn. Exactement. Et donc, j'ai vu que... je savais déjà, mais ma newsletter, c'est mon plus gros lead magnet. C'est la façon avec laquelle j'ai réussi à avoir des clients. Donc, je me suis dit que c'était dommage, en fait, de mettre des paywalls sur des contenus qui vont intéresser du monde, qui vont faire cliquer plus et qui vont potentiellement me ramener des clients. Parce qu'à la fin de chaque newsletter, en fait, je fais ma promo, je propose la prise de rendez-vous, etc. Donc, le fait de couper ça pour un revenu qui, en plus, il faut, en fait, c'est comme n'importe quelle chose que tu lances en ligne, il faut vendre la newsletter. Donc, il faut faire un travail d'emailing potentiellement. Il faut en parler tout le temps. Donc, ça rajoute une charge. Et ça rajoute aussi la charge de se dire OK, il faut que je rajoute une newsletter par mois. Il faut que je rajoute un template. Bref, il a fallu faire une newsletter pour promouvoir la newsletter, en fait. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Donc, ça rajoute du travail. Et moi, j'ai dû faire des choix. Je me suis dit... il faut que je me focalise sur le fait de développer plus la partie vidéo et le fait de faire plus de prospection pour avoir de plus en plus de clients. Donc, il faut faire des choix. J'ai fait ce choix-là. Et comme tu disais, c'est important pour la réputation d'avoir sa newsletter qui est là. Il faut pouvoir... quand on s'engage, on se dit aussi, voilà, je vais faire telle newsletter, tant de newsletters, il faut tenir parole. Donc, ça rajoute une pression. Et moi, j'ai décidé que c'était pas forcément la meilleure chose pour moi. Voilà, j'ai vu le ROI et c'était pas forcément pertinent. Oui, c'est la data qui a parlé finalement. Voilà, exactement. Ok, merci. Avec plaisir. Toi, c'est quoi un peu ton paysage d'acquisition client? Parce que tu m'as dit que tu avais donc un LinkedIn, plus ta newsletter, plus ton Instagram. Ça représente combien de contenu à peu près par semaine que tu dois faire pour faire tourner tout ça? Dernièrement, j'ai moins fait de contenu, par exemple, sur LinkedIn. Mais globalement, ce que je souhaite faire, c'est entre 3 et 4 contenus par semaine. D'accord. Pour Instagram et LinkedIn, sachant que c'est pas les mêmes? Souvent, je vais poster la même chose sur les deux. Mais il y aura au moins la newsletter plus 2 posts. D'accord, ok. Voilà. Donc, la newsletter plus 2 posts chaque semaine. Et quand tu feras de la vidéo, est-ce que tu comptes la poster sur YouTube ou tu vas rester sur Instagram et LinkedIn sur YouTube. Sur YouTube. Je l'ai posté aussi. D'accord. J'ai déjà mon compte YouTube, dans tous les webinaires que j'ai organisés ou co-organisés. Et là, j'ai mis un short. C'était la dernière vidéo que j'ai postée sur les agents IA. Ok, d'accord. Voilà. Et il a bien fonctionné? Pas très bien, non. Mais... On teste. Voilà, c'est ça, il faut bien commencer. Ok. On commence pas par des dizaines de milliers, faire un truc de fou, mais... C'est normal, puis c'est incrémental aussi, la visibilité. Donc, c'est ça. On peut pas juste se dire, je vais poster un contenu et puis je vais décider ou pas si ça fonctionne, quoi. Oui, et puis on est dans moi, je suis dans le B2B. Parfois, il suffit que la bonne personne regarde la vidéo et ça peut faire un client. C'est moins une question de volume qu'une question de qualité et de qui va voir ta vidéo. Oui, totalement. Ouais.
Et alors, tu me parlais des webinaires que tu as mis sur YouTube. Tu es à peu près à combien de vidéos sur ta chaîne YouTube actuellement ? J'en ai pas beaucoup. Hein. J'ai peut-être 5 ou 6. C'est déjà pas mal. Puis si c'est des webinaires, j'imagine que c'est des longues vidéos. Ouais, c'est des longues vidéos. Ok. Donc, on peut voir toute l'étendue de ton expertise, quoi. Ouais, je pense. Ouais. C'est l'objectif. Du coup, entre ton LinkedIn, ta newsletter, ta chaîne YouTube et ton compte Instagram, qu'est-ce que chaque canal t'apporte à peu près ? Et tu conseillerais quoi, toi, à quelqu'un qui veut devenir visible, mais sans devenir influenceur ? Parce que on s'adresse à des experts, des professionnels, pas des gens qui veulent faire des partenariats avec des marques, quoi. Les 4 canaux que tu as cités, en fait, ils sont pas tous logés à la même enseigne. C'est-à-dire que pour moi, Instagram et YouTube, je les reprends à peine. Donc, je les retravaille. Oui. J'ai des vidéos sur YouTube et des contenus sur Instagram, mais il faut que je fasse redémarrer la machine. Oui. Par contre, mon LinkedIn et ma newsletter, c'est des canaux qui sont établis, sur lesquels je travaille depuis 3 ans. Sur LinkedIn, depuis encore plus loin, parce que quand je bossais en CDI, je postais déjà des contenus. Donc, qu'est-ce que ça m'apporte ? LinkedIn, c'est un réseau social qui est incroyable sur la partie business. Ça, tout le monde le sait. Par contre, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un réseau qui va être contraignant. Oui. Donc, il faut faire attention au changement des algorithmes. Il faut poster très souvent, sinon on ne va pas forcément avoir un certain reach. Donc, il faut aussi obéir. Par exemple, dire, OK, c'est les vidéos qui marchent plus, c'est les carousels qui marchent plus, etc. Donc, il faut être vraiment très au courant des tendances et des règles. De LinkedIn. Donc, c'est un bon réseau social aussi pour discuter, pour échanger, pour les messages. Pour entrer en contact. Voilà, je l'utilise aussi pour prospecter, par exemple, si j'ai des personnes de ma newsletter qui sont intéressantes, qui sont très engagées. Par exemple, je vais les ajouter sur LinkedIn et je vais leur envoyer un message pour dire, voilà, je sais que vous lisez ma newsletter, ça serait bien d'échanger pour voir si on a des points en commun, voilà. Et mon taux de conversion là-dessus, il est plutôt élevé. Parce que je vais aller viser des personnes qui sont engagées en utilisant justement le système de scoring dont je te parlais tout à l'heure. Donc LinkedIn va être super là-dessus. Pour la newsletter, donc ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir contacter des personnes directement sur leur boîte mail toutes les semaines. Donc il va y avoir une habitude et il va y avoir un lien de confiance qui va petit à petit commencer à évoluer. J'ai des personnes avec lesquelles j'ai discuté qui vont me parler, me dire « salut Iman, comment ça va et tout, j'adore ce que tu fais, j'adore ta newsletter, je la suis depuis des mois. » Voilà, donc il commence à y avoir une sorte de familiarité parce que cette personne, en tout cas, elle pense me connaître via le contenu que je poste, via les outils, les tips que je vais leur donner. Donc, il y a une certaine confiance, il y a... je les aide, donc il y a aussi ce sentiment, je pense, de redevabilité, de se dire « Ah, cette personne vraiment me propose quelque chose qui m'aide au quotidien dans mon travail. » Donc, ça, c'est intéressant. Et comme je disais, ça me permet d'avoir des clients qui viennent directement de ce canal. Il y a moi, je suis convaincue que quand on aide quelqu'un, on crée, c'est naturel, mais on crée ce qu'on appelle un biais de réciprocité. Et du coup, la personne va penser à nous quand elle aura besoin de faire appel à un professionnel qui fait ce qu'on fait, quoi. C'est comme de la pub, au final. C'est ça. C'est juste que ça va pas forcément polluer, ça dépend du contenu que tu postes. Moi, en tout cas, j'ai pas l'intention de polluer les boîtes mail, mais c'est un peu comme de la pub. Parce que ça va être la même personne qui va revenir toutes les semaines, donc ça va s'imprimer dans le cerveau. D'accord. Et la personne va penser à nous parce que elle nous connaît, en quelque sorte. Oui. Il y a une forme de ce qu'on appelle une relation parasociale, c'est-à-dire une impression de connaître la personne, mais alors que la personne ne nous connaît pas finalement. Donc il y a une sorte de... après, de nous connaître, de connaître ce qu'on montre de nous, quoi. Oui, exactement. La partie professionnelle, parce qu'on est là pour ça. C'est ça. Toi, tu conseillerais quoi à un professionnel qui est débordé
et qui veut commencer à utiliser des outils IA, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Première chose que je conseille, c'est de ne pas voir forcément les chatbots ou les outils d'IA comme des moyens où on va juste poser une question comme le deuxième cerveau. Voilà, il faut qu'on se dise, ok, je vais faire en sorte que cet outil-là crée du contenu qui va me ressembler. Oui. Donc, je vais l'entraîner, je vais le former pour qu'il rédige des contenus qui vont me ressembler. Oui. Donc, là, il commence à y avoir de plus en plus quelque chose qui s'appelle les skills. Oui. Sur Claude, et là, dernièrement, ils l'ont rajouté sur ChatGPT. Oui. Pour pouvoir se créer justement une compétence où on va lui dire, ok, rédige tel post sur tel sujet pour mon réseau social tel. Okay. Et donc, on va créer ce skill qui va pouvoir faire ça. Donc, l'objectif, c'est vraiment de personnaliser pour se différencier et pour garder son identité. Okay. Aussi, ce qui va être important, c'est de garder son vécu et son identité et en parler aussi avec l'IA pour qu'elle nous connaisse et qu'après, tout le travail qu'elle va faire, il va être pertinent pour nous. Donc, il ne faut pas se dire que l'IA va faire 100% du travail bien, parce que ça reste quand même un robot et qu'il faut l'entraîner, etc. Mais on peut avoir quand même pas mal de choses intéressantes en faisant ce que je viens de dire. Ok. Bah, justement, on parlait du fait de créer du contenu avec l'IA et du fait que ce soit de plus en plus impressionnant. Moi, il y a quelque chose que j'essaie de vraiment faire passer comme message, c'est que on est à un moment où c'est de plus en plus difficile de distinguer un contenu IA d'un contenu qui a été fait. Là, on est dans un studio, on est en chair et en os, toi et moi, derrière ces micros. Mais c'est ce qu'on dit. Faut le prouver. Mais mais c'est un vrai sujet parce que là, on peut encore faire du contenu vidéo avec du facecam ou avec des vraies personnes et dire que c'est réel sans être mis en question. Mais ce sera peut-être pas toujours le cas à l'avenir. Donc, est-ce qu'il y a une urgence, d'après toi, par rapport à ça, de bâtir une présence en ligne solide en vidéo maintenant? C'est quoi un peu ton point de vue là-dessus? Est-ce que je pense que bientôt, on sera remplacé par des semblants de nous-mêmes? Moi, c'est plutôt des robots. Est-ce que tu penses qu'on pourra toujours, autant que maintenant, reconnaître une vidéo d'IA d'une vidéo pas IA? Ça commence à devenir de plus en plus compliqué. Hein. Ça évolue très vite. Leur job, en fait, c'est de faire en sorte que ça soit le moins reconnaissable. Ouais. Donc, les seules choses qui nous sauvent pour le moment, c'est que souvent, c'est des vidéos qui vont être très courtes. Ouais. Et quand même, il faut payer pour en faire. Mais je pense que oui, ça va être... c'est déjà le cas. Les deepfakes, malheureusement, qui pullulent, etc. Donc, c'est un vrai sujet. Les deepfakes, le fait qu'il faut... quand c'est une vidéo qui a été faite par l'IA, il faut le dire. Il faut qu'il y ait des réglementations aussi qui soient faites pour justement diminuer les risques des deepfakes. Donc, c'est un vrai gros sujet. Et il n'y a pas que les créateurs qui sont impliqués là-dedans. C'est au niveau national, mondial, etc. Il commence à y avoir on peut mettre cette petite vidéo sur Gemini et après on lui dit... Moi, quand je parle, il faut que tu sortes des flammes de ma bouche. D'accord, très bien. Par exemple, et il va le faire. Et ça va être plus vrai que nature. Et c'est vraiment choquant à quel point c'est fascinant et en même temps c'est effrayant. Tu n'es pas obligé de me remercier à chaque fois. C'est mignon. Je sais pas, ce réflexe. C'est mignon. Mais...